La plupart du temps, les garçons postulent quand ils estiment avoir 50%. Et c'est eux qui ont raison. La transfo, elle se fait parce que les gens comprennent et qu'ils ont envie de la faire. Et l'envie, c'est de l'émotion. Je vais perdre mon job et mon rôle, c'est de vous accompagner jusqu'au bout. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour accélérer sa carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Anne Gauthier. Anne a une expérience RH impressionnante. En 35 ans, elle a été DRH chez LVMH, Gillette, Thales et bien plus encore. Elle a mené des projets de transformation d'une rare complexité et ces leçons sont utiles à tout leader. Ensemble, nous discuterons gestion du changement, valeurs, carrière au féminin et plus encore. Bonne écoute. Merci Anne d'être là. Karine Vinardi m'a dit beaucoup de bien de toi. Elle m'a dit, tu vas voir, c'est vraiment quelqu'un de bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors tout d'abord, Jafar, merci de m'avoir invité et surtout merci de m'avoir invité pour parler d'un métier que j'exerce avec passion depuis maintenant plus de 35 ans. Alors, j'ai commencé, moi, ma vie professionnelle après des études classiques de droit et de gestion. J'ai commencé chez Thales, Mhm. sur un très gros site industriel à Brest. Et j'ai passé 12 ans chez Thales, d'abord sur ce site industriel, ensuite sur un site de développement, et j'ai été DRH du labo de recherche du groupe. Après je dirais, ce périple dans l'industrie électronique, je suis partie dans un environnement très, très différent, puisque je suis partie chez Lanvin, donc la mode, avec l'arrivée d'Albert Elbaz et la transformation de cette belle maison. Après Lanvin, je suis passée chez Gillette, donc société américaine, société de grande conso. Puis après Gillette, j'ai rejoint la maison Guerlain, où je suis restée 8 ans. Et après Guerlain, je suis allée au siège de LVMH pour prendre toute la branche parfum et cosmétiques Ordior. Wow. Et puis après 10 ans de LVMH, j'ai rejoint le groupe Naos sur Aix-en-Provence, société familiale dans la dermocosmétique, et où je suis restée 7 ans. Et là, maintenant, depuis 2 ans, j'exerce un rôle de senior HR advisor dans une société de cybersécurité et j'ai rejoint leur conseil de surveillance. Et par ailleurs, je suis très engagée dans la vie locale sur le territoire aixois et marseillais dans le cadre de la French Tech et aussi dans le cadre de BPW sur les sujets de diversité. Excuse-moi, Voilà. qu'est-ce que c'est BPW? Business Professional Women. D'accord, très bien. C'est une organisation internationale, c'est quoi? Une organisation internationale sur comment promouvoir le sujet des femmes et comment promouvoir la gestion de carrière des femmes. Bon, super, super. Ben, on est bien dans le thème puisqu'on va parler leadership, on va parler développement personnel, on va parler carrière et pourquoi pas parler aussi d'un sujet autour de la femme si tu as des conseils spécifiques, même si je pense qu'il y aura des choses qui seront aussi applicables à tout le monde. Ton parcours est très divers entre l'industrie, la mode, alors la cosmétique slash pharmaceutique. Alors je sais pas trop comment. J'imagine qu'il y a peut-être des différents produits. Et ce que tu fais maintenant plus récemment côté French Tech. Si tu avais quelques jalons à sélectionner, peut-être quelques expériences, est-ce que tu en aurais deux ou trois qui méritent qu'on s'attarde un peu dessus? Alors, la première qui m'a marquée, et c'est normal parce que c'est le début de mon expérience professionnelle, c'est chez Thales. Quand j'ai commencé sur le site industriel, c'était un site qui était en très grosse restructuration. Et comme responsable formation, j'ai accompagné toute la requalification du personnel. Donc, ça a été une expérience très marquante à plusieurs titres. D'abord parce que c'était une énorme responsabilité qu'on m'a confiée quand j'étais très jeune. Euh, et donc, la confiance qu'on m'a donnée. Et puis surtout, d'avoir un projet qui avait du sens dans un contexte extrêmement compliqué
et comment finalement on arrive à une mission quasiment impossible parce qu'on s'en donne les moyens. Le groupe à l'époque a mis des moyens considérables pour accompagner cette requalification. Et surtout, il y a eu un alignement de l'ensemble du corps social. Les managers, les collaborateurs, les partenaires sociaux. Euh, et au final, hein, cette requalification qui a duré plus de 5 ans a produit les résultats escomptés. Alors qu'au départ, tout le monde disait, ben non, c'est un rêve, ce n'est pas possible. Comment on peut requalifier, par exemple, des ouvrières qui ont un CAP couture, qui ont plus de 45 ans, sur de l'électronique professionnelle, microélectronique. Donc, ça montre bien quand on a un projet et qu'on est clair sur le projet et qu'on embarque tout le monde, on peut arriver à des résultats incroyables. Donc, ça a été très structurant pour moi, très D'accord. apprenant. Je reviens là-dessus parce on est dans une période charnière en ce moment. Avec, quand on regarde l'intelligence artificielle, la digitalisation, tout ça va amener des révolutions significatives dans pas mal d'emplois. Certains disent, alors je ne vais pas sortir les chiffres parce que je ne sais pas s'ils sont vraiment scientifiquement fondés, certainement pas, mais qu'il y a une très grande partie des postes actuels qui vont disparaître et d'autres qui vont être créés. Donc on est vraiment quelque part, s'il y avait une révolution de compétences, c'est peut-être aussi un autre moment. De ton expérience, quels sont les facteurs qui ont fait que ça a marché? Donc, tu as parlé de dialogue social, mais concrètement, déjà, comment tu fais pour t'en sortir d'un point de vue dialogue social? Deux, comment tu fais pour rassurer des couturières de 45 ans et de leur dire que demain, elles vont faire de l'électronique? Enfin, c'est quand même, est-ce que tu as quelques leviers concrets qui aideraient un manager, un RH, un leader à aider cette transformation, à contribuer à cette transformation? Alors, je dirais que sur le sujet de la transformation, parce que j'en ai vécu plusieurs, euh, et je peux peut-être, avant de répondre à ta question, Mhm. te parler de la deuxième expérience D'accord. Mhm. qui m'a marqué sur le sujet pour voir quels sont les facteurs en fait communs. Quand j'étais DRH de Gillette, on a été, comment dire, acheté par P&G. Et donc la nouvelle, Procter Gamble, juste pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est oui. ça? Ok. Donc en fait, une énorme acquisition, une énorme fusion qui n'était pas voulue par les collaborateurs, qu'on a appris avec beaucoup de surprise, puisque ce n'était pas du tout quelque chose d'envisagé. Et où il s'est passé un an entre l'annonce de la fusion qu'on a tous eue par la presse et la mise en œuvre opérationnelle. Un an, c'est très long. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder les gens engagés, motivés et en forme aussi, hein, parce que c'est des périodes extrêmement stressantes. Euh, et ça a été une expérience formidable parce que bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été clair sur là où on voulait aller, même si on n'avait pas tous les éléments. On a dit aux collaborateurs, voilà ce qui va se passer, ou qu'on pense qu'il va se passer, et voilà la façon dont on va vous accompagner. Euh, et au final, ça s'est très bien passé. Alors même que la situation objective était plutôt dramatique. Euh, donc je dirais que dans ces deux cas de transformation, qui étaient des transformations avec comment dire, des éléments que je qualifierais plutôt d'anxiogènes pour les collaborateurs, on a réussi à en faire une démarche formidable. D'abord en expliquant pourquoi il fallait le faire. Pourquoi et en quoi il n'était pas possible finalement de faire autrement. Euh, Peut-être que le sujet se pose aujourd'hui pour l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, pour l'IA, on peut dire non, on n'en veut pas, non, ça ne se fera pas? Je ne pense pas. Donc, partant du principe que la transfo, elle est inéluctable, on a deux options. Soit on se cache la tête dans le sable et on se dit c'est affreux, ou il ne va rien se passer, euh, soit on se dit moi, quelle est ma marge de manœuvre et qu'est-ce que je décide de faire pour faire en sorte que ce soit bien et que j'y trouve un intérêt et que j'en apprenne quelque chose. Donc, expliquer le pourquoi, avoir une vision claire sur le sujet et puis travailler sur le comment. Et quand on travaille sur le comment, y associer un maximum d'interlocuteurs du corps social. D'accord. On ne peut pas faire une transformation, je dirais, derrière un tableau Excel ou en champ.
La transfo, elle se fait parce que les gens comprennent et qu'ils ont envie de la faire. Et l'envie, c'est de l'émotion. Or, globalement, on n'est pas très éduqué sur le sujet des émotions, quelles que soient les entreprises. Les gens souvent eux-mêmes n'ont pas conscience des émotions qui se jouent sur le sujet, hein. Et quand il y a une transfo, au départ, il y a du déni. Après, souvent, il y a de la colère. Après, il y a de la tristesse, avant de pouvoir arriver à l'étape suivante qui permet la transformation. Donc, reconnaître les émotions qui se jouent aussi dans une transformation, c'est clé. Et la façon de l'adresser, du coup, n'est pas la même chose. Petite pause, si vous aimez ce podcast, aidez-moi en mettant une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Merci. D'accord. J'adore ce que tu dis parce que tu dis plein de choses qui sont, de mon point de vue, essentielles. La première, c'est que tu dis déjà, il faut qu'on définisse le pourquoi et donner du sens quelque part à l'ensemble des personnes, même si elles sont exposées à des choses qu'elles ont subies. J'aime beaucoup aussi le fait que tu dises, bah, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, d'autres sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc effectivement, une fois que c'est cet événement, typiquement, que Gillette a été racheté, c'est inéluctable, c'est pas la peine de chercher à vous dire non, on va sortir, etc. Quelque part, tu focalises sur ce sur quoi tu peux agir. De la même manière, à l'échelle individuelle, c'est aussi utile de se faire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois subir et celles-là, j'ai envie de dire, il faut les accepter et surtout de se dire comment je peux être, alors comment, agency en français, en anglais, euh, comment quelque part je peux essayer d'activer le maximum de leviers pour en faire quelque chose de bien. Ça, c'est le premier point que tu dis, c'est donner du sens, communiquer autour de ça. Ensuite, expliquer comment on va y arriver, donc le how. Et tu parles d'engager des gens, engager les stakeholders, c'est essentiel en termes de transfo. Et c'est fou à quel point des fois on oublie. Alors, le corps social, c'en est un. Les partenaires sociaux sont essentiels là-dedans, mais pas que, hein, il peut y avoir d'autres stakeholders. Et j'adore ce avec quoi tu as conclu, c'est-à-dire la partie émotionnelle. Et quand on regarde les leaders les plus inspirants, ce ne sont pas des leaders qui sont juste brillants, c'est des leaders qui savent nous toucher finalement, pas dans la tête, mais vraiment dans le cœur, dans les tripes. Et donc, et comment tu fais pour adresser cette partie émotionnelle, justement, parce qu'on a quand même les chocottes, on vient de se faire racheter par Procter Gamble. Moi, je suis un salarié, je me dis vraisemblablement, je vais devoir changer de métier, voire je vais avoir un plan social parce que s'ils nous ont racheté, c'est certainement pour se faire encore plus de fric côté shareholders. Donc, il va y avoir des licenciements massifs. Enfin, il y a toutes sortes de psychoses qui peuvent arriver. Comment tu fais pour apaiser ça et de l'autre côté, donner envie? Alors, je vais t'expliquer comment concrètement, moi, j'ai décidé de l'adresser à l'époque. Euh, j'ai conçu et mis en place une action de formation, hein, très simple, euh, à la fois pour les managers et pour l'ensemble des collaborateurs sur ce changement, hein, cette fusion, comment on adresse une fusion. Qu'est-ce qui se passe dans une fusion et comment on peut réagir en tant que manager et collaborateur. Alors à l'époque, je me suis appuyée sur un ouvrage qui s'appelle Qui a piqué mon fromage? Voilà, qui est un Excellent. ouvrage très simple, hein, qui est à la fois très drôle, mais plein d'enseignements qu'on avait offert à l'ensemble des collaborateurs, qui est une métaphore, hein, une allégorie du changement, avec beaucoup d'humour. Et lors de ces formations, moi, la première chose que je disais, c'est, bah, je suis comme vous, moi, je vais perdre mon job. Et aussi le fait de poser, de dire, vous avez le droit d'avoir peur, et notamment en manager. Parce qu'un manager qui a comme mission d'embarquer ses collaborateurs et qui lui-même n'est pas au clair sur les peurs qu'il traverse dans cette période-là, parce que le mythe du manager super-héros qui doit tout maîtriser, qui doit... non, déjà, le manager, qu'il puisse reconnaître qu'il est humain et que lui aussi, il a peur. Et si lui ne peut pas déposer ses peurs dans cette opération, euh, bah, comment peut-il accompagner son collaborateur? C'est pas possible. Et les peurs qui ne sont pas posées, en fait, elles sont quand même présentes, c'est-à-dire euh, elles sont comme une toile de fond qui prend de la place et il faut juste les poser, en parler pour pouvoir trouver des solutions. Donc le fait d'avoir formé tout le monde, d'avoir un vocabulaire commun, moi j'arrivais dans les sessions en disant, ben, ce qui était la réalité, hein, je sais que je vais perdre mon job. Mhm. Et je vais perdre mon job et mon rôle, c'est de vous accompagner jusqu'au bout.
ça détend l'atmosphère. Euh, et c'est aussi pour moi un point très très important qui est l'incarnation. Euh, comment en tant que DRH, comment on incarne soi-même le changement. Là-dessus, je vais te donner un autre exemple qui n'a rien à voir, qui est celui de ce qui s'est passé pendant le Covid, quand j'étais chez Naos, où notre usine est restée ouverte pendant toute la période du Covid. Ben moi, ce que j'ai fait avec ma DRH France, on est allé s'installer avec le directeur des opérations industrielles, on est allé s'installer dans l'usine. Parce que comment demander à des collaborateurs qui étaient les seuls qui n'étaient pas en télétravail de s'engager pour produire pour l'ensemble de nos filiales dans le monde, en ayant ceux qui sont tranquillement, entre guillemets, hein, ou perçus comme tels derrière leur écran, et ceux qui sont au front dans l'usine. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence. Je suis allée m'installer là-bas, je travaillais dans l'usine, je mangeais avec les équipes, et ça me semblait tout à fait normal. Mhm. Et ça a Mhm. été une période extraordinaire. Wow, ouais, top, top. Leading by example. Et dans ces cas-là, effectivement, le rôle du leader, c'est aussi justement de casser un peu les petites croyances de je suis pépère derrière mon écran. Je trouve que c'est top. Et c'est effectivement un bon moyen d'engager les équipes. Bon, super, super. On a parlé de transfo. Est-ce que tu as éventuellement d'autres choses à dire cette fois-ci sur la transfo, peut-être à l'échelle individuelle? Moi, mon conseil principal hein, sur le sujet, c'est déjà de rechercher la transformation. Pour moi, la transformation, c'est la vie. Et rester statique, c'est la pire des choses. Donc, chaque personne, hein, chaque individu, comment je me transforme, ça commence déjà par bien se connaître. Euh, je vais te prendre une métaphore, hein. Quand on veut aller quelque part, qu'est-ce qu'on fait avec un GPS? On indique qu'il y a deux données qui sont essentielles, là où tu veux aller, mais aussi d'où tu pars. Mhm. Si tu ne sais pas d'où tu pars, il y a peu de chances que tu arrives à destination. Pour le changement collectif et individuel, c'est la même chose, c'est-à-dire bien se connaître. Et ça veut dire quoi, bien se connaître, hein? C'est une forme d'introspection, c'est connaître ses forces, c'est connaître ses compétences, c'est connaître ce que l'on aime faire, c'est connaître ses valeurs, de façon à pouvoir prendre des décisions qui soient des décisions éclairées et pertinentes. Mhm. Donc c'est du travail, hein, se connaître. C'est pas, ça ne nous tombe pas dessus comme ça un jour, et en plus c'est le travail d'une vie. Il y a des étapes différentes parce que, au fur et à mesure des différentes étapes de vie, quand on est jeune professionnel, quand ensuite on a potentiellement une vie familiale, quand on a des enfants, quand on connaît aussi les difficultés de la vie qui peuvent être perdre son emploi, qui peuvent être une maladie. Chacune des étapes clés, on peut en apprendre quelque chose. Mhm. D'accord. Bon, très bien, merci beaucoup. Connaître et apprendre et désapprendre. C'est clé aussi d'apprendre à désapprendre, c'est-à-dire euh, quand on passe d'une expérience professionnelle à une autre, moi je suis très attachée au fait de ne pas faire de copier-coller. La façon dont on a été performant dans une expérience donnée n'est pas ce qui fera forcément qu'on sera performant dans une autre expérience. Donc, si je peux me permettre de donner un conseil sur le sujet quand on bouge d'un poste à un autre, c'est de partir du principe qu'on ne connaît rien et d'explorer et d'apprendre et d'aller chercher l'info auprès de ceux qui vous entourent. C'est la meilleure façon d'apprendre et c'est aussi une manifestation du respect auprès des gens qui sont là. Quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise ou quand vous arrivez sur un nouveau métier, euh, ceux qui arrivent en disant, moi, je vais vous apprendre à bosser ou bon, bah, vous avez toujours fait comme ça et maintenant vous allez faire différemment, il n'y a pas plus catastrophique. Mhm. Les gens qui sont là, la première chose, c'est leur manifester du respect et de comprendre ce qui s'est passé dans les années précédentes, pourquoi on a fonctionné comme ça, comment on a fonctionné,
Et donc, je dirais d'être une approche curieuse et ouverte sur les autres et sur le monde. Les choses, quand elles se font, c'est qu'elles ont une bonne raison de se faire. On peut être d'accord ou pas, mais elles avaient une bonne raison. Donc, en D'accord. disant, ben, quelque part, vous étiez nul, n'est pas la bonne façon d'adresser les choses. C'est Donc, pas la plus l'humilité, simple non plus. excuse-moi, je t'ai pas entendu, Jafar, tu Non, disais. non, j'ai dit c'est pas la plus humble non plus. Non, non, non. Et l'humilité est importante. C'est de reconnaître que. Et du coup, ça peut être stressant pour des personnes qui débutent dans un nouveau job. Parce que quand vous débutez dans un nouveau job, vous avez envie de performer, de délivrer, de montrer que vous êtes la bonne personne. Mais mon conseil, c'est la première chose, c'est écouter, regarder. Il y a un ouvrage super d'ailleurs sur le sujet qui s'appelle The 90 Days, les 90 premiers jours, qui est un excellent ouvrage sur voilà, comment on fait quand on arrive dans un nouvel environnement. Et en fait, on apprend à désapprendre. Hmm. J'adore. Alors, je sais pas si c'est le même livre que j'ai lu il y a 90 Days, 100 Days of an Executive ou pas. Enfin, il y a différentes versions, mais qui sont vraiment extrêmement utiles. Si vous n'en avez jamais lu des livres de ce type-là, je vous encourage effectivement à lire. Il y a plein de choses à faire, y compris avant Day One. Et la plupart des gens se plantent et pensent que Day One, c'est le premier jour. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, en termes d'identification des stakeholders, etc., qui vous aident à démarrer aussi bien que possible et surtout à pas vous planter, à pas louper ou laisser des gens de côté qui sont importants ou avoir une attitude qui effectivement est peut-être un peu arrogante par souci de vouloir faire vite et bien. Donc, est-ce que tu as d'autres jalons qui t'ont marqué au cours de ta carrière? Alors, une autre expérience marquante sur la transformation, ça a été Guerlain. J'ai eu la chance d'accompagner cette maison pendant 8 ans, d'y arriver quand elle était considérée comme une belle endormie et de participer auprès de mon président au réveil de la bonne endormie, de la belle endormie et d'en faire une jeune femme moderne, engagée dans son temps euh, et d'observer quels étaient les facteurs clés du changement. Là, on n'était pas sur un sujet comme mes expériences précédentes, de dimension un peu, je dirais, dramatique à l'origine. Là, c'est une maison qui se portait correctement et qu'il fallait faire revivre et briller différemment. Euh, donc, ça a été très marquant parce qu'une démarche longue avec un fil rouge qui était des racines et des ailes, c'est-à-dire comment on garde tout ce qui était formidable du passé, dans une maison qui avait un passé incroyable, et comment on la projette dans la modernité d'une façon douce. Donc ça a été très, très marquant et pour ce point-là, et avec des résultats formidables, aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue humain, hein. Quand je suis arrivée, on était 1000, je suis partie, on était 3000. On a construit une nouvelle usine, ouvert de nouveaux magasins, et de voir la dynamique incroyable que ça a généré chez les collaborateurs. Une dynamique fabuleuse avec des gens qui avaient notamment beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise euh, et qui ont évolué, qui se sont transformés, qui se sont engagés et grâce auxquels on a réussi à faire des changements majeurs. Donc la transformation, c'est pas non plus comme certains croient, voilà, on met beaucoup de nouvelles personnes et c'est ce qui va faire la transfo. Non, c'est comment on implique l'ensemble des collaborateurs avec ceux qui sont les plus anciens, intégrer des nouveaux et comment on intègre aussi des nouveaux. Parce que si on veut qu'il y ait une transformation collective, c'est comment on embarque les plus anciens et comment on intègre les plus nouveaux avec le respect de ce qui s'est passé avant. D'accord. Je te, sur le sujet de la transfo, il y a un truc qui est fondamentalement différent de la transfo de compétences ou la transfo du fait d'une fusion ou d'une acquisition non souhaitée. Ici, on est sur une maison de luxe qui fonctionne bien, quoi qu'on en dise,
et qui a un super bel héritage. Comment tu donnes ce sens d'urgence? Parce que ce que tu veux, c'est que la transfo ne prenne pas 30 ans non plus. Donc, comment tu embarques des gens qui peut-être considèrent que la situation est déjà bonne à ce jour et qu'il n'y a Oui, pas besoin de changer? alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Nous, le travail qu'on a fait, qu'a impulsé notre président Laurent Boileau à l'époque, ça a été déjà de travailler sur l'ambition. Quelle était l'ambition de cette maison? Donc la fierté de l'ambition et de la performance tous ensemble. Euh, et sur cette ambition, c'est une maison qui avait un passé très rayonnant, très glorieux, et qu'elle avait perdu. Donc c'était revenir aussi à l'ADN de la marque, qui était un rayonnement international, qui s'était un peu assoupi. Donc c'est redonner le sens de cette ambition et la fierté de l'ambition. Euh, et sur ce sujet, en fait, les personnes, quand vous leur dites pourquoi c'est intéressant et en quoi, qu'est-ce qu'elles vont gagner dans cette transformation, aller dans la performance, qu'est-ce qui est motivant d'aller dans la performance? Aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, la notion du pourquoi pas euh, et de l'engagement. Ce qu'on a aussi dans le domaine sportif. En fait, quand on fait une perf sportive, on peut, je dirais, être moyen ou on peut décider d'être excellent. Et décider d'être excellent, ça génère aussi du bien-être, si tant D'ac- est qu'on le manage. D'accord, très bien. Quelles métriques vous aviez pour savoir si votre transformation se passait comme prévu? Alors, les métriques, on avait les métriques classiques hein, de chiffre d'affaires, de rentabilité. Euh, on avait lancé une dizaine de chantiers très structurants pour l'entreprise, euh, très structurants. Et bah, c'était l'atteinte de ces chantiers. Est-ce qu'ils étaient délivrés ou pas? Et ça a été le cas. Mhm, d'accord. Je Et puis, posais la question. la dimension, c'est aussi la dimension humaine. Quand vous voyez, donc là, les chantiers, il y avait toute une dimension très business, très produit. euh, et c'était l'engagement des collaborateurs. Une énorme fierté. Une énorme fierté. D'accord, Et tout métier confondu, tous âges confondus. Et ça, à observer, en tout cas pour moi, ça a été une chance incroyable. d'accord. Beaucoup de bonheur de voir ça. Tu l'as mesuré là, l'engagement, la fierté, etc. Comment tu savais? Parce que tu peux avoir ton propre gut feeling, mais quelque part, est-ce qu'il est représentatif de la société ou est-ce que, il y a aussi des filtres, si tu veux. Si je vois la DRH qui vient me voir, alors soit je vais râler, si j'ai le courage, soit je vais dire top, bravo, je vous aime. Alors, moi, j'avais fait, d'abord avec mon équipe, on était très proche du terrain. Et ça, si j'ai un conseil à donner en tant que DRH aux équipes RH, Mhm. euh, euh, la fonction RH, elle ne doit pas se faire enfermer dans son bureau. C'est vraiment aller sur le terrain. C'est un point clé. Donc, une grande connexion avec le terrain. J'avais fait d'une façon un peu plus formelle une interview de tous les patrons de pays pour leur dire, ben voilà, ils étaient très moteurs hein, dans cette transformation, euh, pour voir en quoi ça résonnait pour eux, quels étaient les résultats, et donc là, une enquête plutôt qualitative, et les résultats avaient été incroyables. Et puis, il y a des indicateurs très simples hein, à avoir dans une entreprise. C'est le taux de turnover. Est-ce Mhm. que les gens restent ou pas? Donc, quand vous observez ça sur le long terme, qu'est-ce qu'il en est? Comment ils parlent de l'entreprise? Et donc, typiquement, qu'est-ce qu'ils disent aux candidats? Et moi, quand je recevais des candidats et qu'on était plusieurs à les voir, c'était très intéressant. Ils me disaient, c'est incroyable parce que tous les gens que je rencontre dans cette entreprise, ils me disent la même chose. Ils le disent avec leurs mots, les mots sont différents, mais ils me disent tous la même chose. Vous avez tous un alignement incroyable. Donc ça, pour moi, aussi un indicateur. Euh, un indicateur intéressant à regarder, est-ce que vous avez de l'absentéisme ou pas?
Mhm. comment les gens se sentent. Et ça aussi, c'est un indicateur à regarder sur le long terme. Comment ça évolue? Est-ce que ça évolue positivement ou pas? Donc, quand vous combinez du qualitatif, des métriques comme le taux de turnover, l'absentéisme euh, et la notion de brand ambassador que voient les candidats, et puis après, quand vous faites aussi des enquêtes auprès des gens que vous recrutez, au bout d'un an, vous leur dites, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Et beaucoup d'entre eux me disaient, Anne, tu sais, ce qui est incroyable, c'est entre ce que tu nous as dit lors de l'entretien de recrutement et ce qu'on vit. Mais en fait, c'est vrai. Euh, et ça a été un enseignement. Alors, je le savais, hein, je le savais de par la littérature, je le savais. Mais l'écart d'intégrité entre ce que vous dites et ce que vous faites, c'est insupportable pour les collaborateurs. Mhm. Et ça l'est encore plus, je dirais, pour la jeune génération. Et moi, je trouve, alors souvent, on me pose la question, est-ce que, en fait, comment on manage les jeunes, la nouvelle génération? Pour moi, il n'y a pas besoin de les manager différemment des plus anciens. La différence, c'est qu'eux, ils ont un facteur d'aversion qui est plus important. Donc, ils vont réagir plus vite et plus fort. Mais les facteurs d'engagement et de motivation, ils sont les mêmes que quel que soit l'âge que vous avez. Mais cette jeune génération est formidable parce que, elle oblige à être plus professionnelle. Je pense que dans ma génération, on était éduqué à, bon, si quelque chose se passe pas bien, c'est pas, voilà, on va prendre sur soi, on va attendre, c'est pas, et avec une forme de respect absolu pour la hiérarchie. Euh, les jeunes ne sont pas dans cette dynamique-là. Quand quelque chose ne leur convient pas, ils le disent, mais au-delà de le dire, ils partent. Et ça, si on ne l'écoute pas, c'est bien dommage, parce que je trouve que c'est eux qui ont raison. Et ça pousse à être plus professionnel. Vous avez beaucoup travaillé, il me semble, sur la déclinaison de ce que sont les valeurs de la société, etc. Tu veux m'en parler un peu là? Comment on définit une valeur de société ou des valeurs de société? Comment on les décline derrière dans une société? Alors, les valeurs, la définition simple, hein, ce sont des principes qui guident nos actions au quotidien. Donc, je considère que c'est un sujet qui est à la fois formidable et potentiellement très dangereux. Formidable parce que ça génère de l'engagement. Et pourquoi ça génère de l'engagement? C'est quand on est aligné sur des valeurs, que et l'entreprise et les collaborateurs sont alignés sur les valeurs, ça donne de l'énergie et ça guide ce que l'on fait au quotidien. Euh, donc d'être au clair sur les valeurs de l'entreprise, sur pourquoi ces valeurs-là et comment chacun se reconnaît par rapport à ça, et d'avoir non pas des éléments théoriques, mais des éléments très pratiques, c'est-à-dire comment on les incarne au quotidien. Ça veut dire quoi une valeur au quotidien? C'est extrêmement puissant parce que ça donne du sens. Voilà, tous les jours, je vais dans mon travail parce que ça vient remplir mes valeurs personnelles. Donc, c'est très puissant. Inversement, ça peut être puissant dans l'autre sens s'il n'y a pas une incarnation. C'est-à-dire une valeur qui n'est pas incarnée n'est pas une valeur. Donc ça, quand on travaille sur ce sujet, c'est très important de se poser la question, ces valeurs-là, pourquoi on les a et c'est quoi la preuve qu'on les vit, ces valeurs, et d'avoir des récits autour de ça. Et c'est ce qui construit une aventure collective. C'est, on partage des valeurs, on partage un récit collectif. Top. J'aime bien la question que tu mentionnes, à savoir comment je démontre, comment je montre quelque part que je les vis vraiment. Au départ, quand tu pars d'une feuille blanche et que tu dis quelle valeur on veut mettre, comment tu arrives de ça à une liste de valeurs en sachant que des valeurs humaines pour lesquelles on signerait tous, il y en a peut-être une trentaine, tu vois, je sais pas, le respect, l'humilité, l'innovation, tout ce qu'on veut, etc. Alors, il y a deux approches possibles. Soit une approche top-down, soit une approche bottom-up. Les deux se conçoivent en fonction de la culture de l'entreprise.
Par exemple, si vous avez déjà des valeurs qui sont prédéfinies, qui sont liées à l'histoire de l'entreprise, l'enjeu, ça va être de comment chacun se les approprie. Donc, comment on travaille dessus, comment chaque collaborateur, chaque manager, chaque entité travaille dessus. Donc, c'est passer en fait de ces valeurs qui sont affichées euh, et quelque part théoriques, c'est comment vous les rendez pratiques. Donc, Mhm. c'est des questions très simples sur comment ces valeurs, elles résonnent pour moi en tant qu'individu. Et donc, de faire un travail à chaque personne sur c'est quoi mes valeurs. Un exercice très simple. Vous demandez aux personnes quelles sont vos 10 valeurs principales. Et dans ces 10 valeurs principales, quelles sont celles qui ne sont pas négociables? Les 5 non négociables, les 5 qui sont extrêmement importantes parce que j'en reviens à la définition de la valeur, ce sont des principes qui guident vos actions au quotidien. Et dans quoi vous les retrouvez d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce qui va vous motiver, du coup, dans les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce qui peut être aussi un irritant? Qu'est-ce qui peut et même à un moment donné, se poser la question de se dire, je ne suis plus en adéquation avec les valeurs de mon entreprise et peut-être qu'il vaut mieux que j'aille voir ailleurs. Ça peut être aussi un outil en tant que tel d'un point de vue de chaque collaborateur. Donc il y a cette approche top-down et il y a l'approche bottom-up qui est de faire travailler des équipes sur leurs valeurs individuelles. Qu'est-ce que dans ces valeurs individuelles on retrouve en commun? Et donc on fait la remontée sous l'autre angle. Mhm. D'accord. Ok. Le point commun entre les deux, c'est le sujet de l'incarnation et du récit collectif. Il Mhm. y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Le sujet, c'est de pouvoir parler des valeurs et de se dire comment je m'y reconnais, comment je décide de les incarner, c'est quoi les règles du jeu quand on ne respecte pas les valeurs. Parce qu'une fois de plus, une valeur qui n'est pas pratiquée n'est pas une valeur. Et Mhm. ça devient un irritant, même ça devient un irritant social, voire même une plaisanterie. Donc c'est pas bon, ça fait pas le job. D'accord, super, merci. J'aime bien le qu'est-ce qu'on fait quand on respecte pas ou quand on vit pas ces valeurs-là. À l'échelle individuelle, et peut-être que des fois il faut décider de quitter quand on en a les moyens, ou au moins se donner les moyens pour un moment quitter si vraiment on a un clash de valeurs. Et de l'autre côté, en tant que société, s'assurer peut-être de soit de réaligner quand c'est nécessaire, soit même de voir laisser partir peut-être des managers, par exemple, qui portent pas du tout les valeurs de la société parce qu'ils sont plus à nuire quelque part. On peut le faire de manière respectueuse, mais ne pas hésiter quand c'est nécessaire d'aller jusque-là, me semble-t-il. Et là, je donnerai un conseil par rapport aux personnes qui sont en recherche d'un nouveau poste ou qui se posent des questions sur leur mobilité. Quand vous allez dans une entreprise, posez des questions sur les valeurs. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Et quand vous rencontrez plusieurs personnes, de poser ces questions-là et de demander, euh, OK, vous me parlez de ces valeurs-là, est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets? Excellent. Et de faire soi-même ce travail d'assessment de quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, de voir est-ce que cette entreprise, c'est le bon choix pour vous. Parce que on voit bien que quand il y a comment dire, des échecs d'intégration de personnes expérimentées, c'est très, très, très rarement pour des sujets de compétences professionnelles. C'est très souvent lié à un sujet de culture euh, et de valeurs. Donc, toute personne qui veut bouger, un petit conseil, faites le job. Bon, super. Merci beaucoup. Je pense que c'est des conseils très, très précieux pour quiconque, qu'on soit en début ou en cours, ou même quasiment à la fin de sa carrière. Tu m'avais parlé lors de notre échange préalable de combinaison de paradoxes. Tu veux bien me rappeler ce que c'est et comment ça intervient? Alors, c'est un sujet qui me passionne, qui me passionne, qui est la notion du et versus le ou. Comment on fait finalement matcher des choses qui paraissent opposées ou qui paraissent être des paradoxes. Euh, je vais vous en lister un certain nombre, hein, et puis on pourra parler. Euh, Performance et bien-être, comment on peut allier les deux. Court terme, long terme,
Donc, comment on peut allier de la performance économique à court terme et une vision, par exemple, d'une marque sur le long terme. Tradition et modernité. Euh, et puis, un de mes préférés, c'est exigence et soutien. Alors, soutien ou bienveillance, exigence et bienveillance, je dirais que ça, c'est mon paradoxe enfin, préféré. Comment, d'un point de vue managérial, et ça s'applique aussi à soi-même, on peut à la fois être et dans l'exigence et dans la bienveillance. Euh, pour moi, l'intersection d'être et exigeant et bienveillant, c'est ce qui permet de la performance, c'est ce qui permet du développement, de l'apprentissage et du bien-être. Si vous vous représentez un cadran hein, avec un angle, avec une horizontale sur le soutien bienveillance et une verticale sur l'exigence, comme je vous le disais, si vous êtes et très exigeant et très soutenant, vous allez générer de la performance et du bien-être et du développement. Si vous êtes très soutenant, très bienveillant et peu exigeant, on va tomber dans le laxisme. Et qu'est-ce qui se passe dans le laxisme? En fait, les personnes ne se développent pas. Et sous couvert de bienveillance et de gentillesse, il arrive que beaucoup de personnes, de managers, basculent dans ce cadran, avec plein comment dire, de bonnes intentions. Le problème, c'est que l'intention se transforme en une action qui aboutit au contraire de ce qu'était l'intention. Euh, les gens aiment être challengés, ils aiment être développés. Donc, si vous ne le faites pas, au fur et à mesure, ils vont devenir de moins en moins bons et ils vont devenir aussi de moins en moins épanouis. Donc, le risque, c'est qu'ils dégradent leur performance ou qu'ils aillent voir ailleurs. Et d'ailleurs, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la jeune génération, les jeunes le disent. Quand on n'est pas challengé, quand on ne nous offre pas des opportunités de challenge, on va aller voir ailleurs. C'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai pour les personnes plus expérimentées. Si une personne de plus de 50 ans, par exemple, a l'impression que parce qu'elle a plus de 50 ans, et c'est un débat hyper important en ce moment dans notre société, on n'attend finalement pas grand-chose de vous, ben, finalement, on vous enterre de façon très précoce. Hmm. Alors, si on dit j'ai confiance en toi, voilà tes compétences, tu peux donner plus, tu peux performer davantage et tu peux apprendre davantage, c'est pas du tout le même discours et ça génère pas du tout la même chose. Ça génère pas la même chose en termes de perf collective et ça génère pas la même chose en termes de bien-être. Et puis dans ce cadran, vous avez, quand vous êtes peu exigeant et peu bienveillant, ça donne quoi? Ça donne de l'indifférence. Et pour moi, c'est la pire des choses. C'est extrêmement violent. C'est-à-dire être indifférent, c'est le message qui est envoyé, c'est tu ne mérites même pas que je m'intéresse à toi, donc je te challenge pas, et puis je te soutiens pas non plus. C'est Hmm. le pire des scénarios. Et puis dans l'autre scénario qui n'est pas très sympathique, c'est l'extrême exigence et le peu de soutien. Et ça, on bascule dans l'autoritarisme qui peut aller jusqu'au harcèlement et au burn-out. Alors, c'est vrai d'un point de vue managérial, mais cette matrice, vous pouvez l'adresser d'un point de vue individuel. Par exemple, des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes et peu bienveillantes avec elles-mêmes, ça conduit au burn-out. Hmm. Personnes qui sont jamais satisfaites d'elles-mêmes, qui pensent toujours qu'il faut qu'elles fassent plus, sans prendre en considération le fait que la perf continue, ça n'existe pas. Il faut des moments de récupération. Voilà, donc j'invite chacun à faire l'exercice de ce cadran que je trouve passionnant et pour les managers et pour les collaborateurs. J'adore. Ton exemple, il est extrêmement utile à la fois en tant que manager et en tant qu'individu. Et je pense que plein de gens vont se rencontrer, vont se retrouver quelque part dans une de ces situations, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'individu, à être très exigeant et peut-être trop sévère vis-à-vis d'eux-mêmes et manquer de bienveillance. Et ton message, c'est de dire, en fait, ces éléments contradictoires, faut pas se dire c'est l'un ou l'autre, c'est les deux, quoi. Et la Ouais, performance, elle est souvent dans les deux. Dans, je dois faire confiance à mes équipes, mais de l'autre côté, c'est moi qui suis garant de la performance, donc quelque part, je dois somehow
trouver un moyen de contrôler ce qui a besoin d'être contrôlé. Donc, sans aller dans l'extrême du micromanagement ou du lack of trust, voilà, c'est trouver. Et l'exemple que tu donnes est effectivement très bien. Et j'aime beaucoup, je pense que le management en général, et je dirais même le management de notre propre personne, c'est gérer ces contradictions-là. Et c'est aussi, tu vois, passer de la notion d'implicite à explicite. Pour moi, et je refais le lien avec la transformation, Mhm. c'est extrêmement important d'être dans l'explicite. Tu peux donner un exemple en fait où ça a été utile justement d'expliciter les choses. Je vais te donner plutôt la notion L'inverse. d'implicite qui est un sport, d'abord, qui est très pratiqué en France, où par notre histoire, on est plutôt sur une culture implicite versus les cultures anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus explicites. Euh, L'implicite, d'une certaine façon, est une façon d'exclure les gens parce qu'on estime qu'ils savent déjà. Chez nous, le sujet de l'implicite, c'est en fait des choses qui ne sont pas posées et qui sont dans l'inconscient collectif. Donc, ne pas dire les choses à un collaborateur parce que vous pensez que finalement il le sait, vous lui donnez pas la chance de progresser. Euh, on ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau des uns et des autres, et tant mieux. Ça serait des fois un petit peu gênant. Donc, la seule façon d'aboutir à un résultat, c'est de dire de façon claire. Très souvent, on a soit des collaborateurs, soit des managers qui disent oui, mais il doit savoir. Ben non, il ne sait pas. Si vous ne dites pas les choses, vous ne donnez pas une chance à l'autre d'ouvrir un dialogue et de trouver ensemble des solutions. Pour moi, l'explicite est un facteur de perf et d'inclusion et de considérer l'autre comme un adulte. Mhm. Ok, ça C'est marche. lever l'implicite. Merci Anne. Quand on avait échangé, tu m'avais aussi mentionné que tu lisais beaucoup, que tu faisais du sport et que de manière générale, tu étais attentive à ton bien-être. Et ça, c'est un sujet qui est essentiel à tous les niveaux, peut-être encore plus les jeunes générations qui, parce qu'elles sont encore peut-être plus sensibles et plus exigeantes, et tant mieux pour elles, euh, Et pourraient tant être mieux pour amenées nous. à... Pardon? Et tant mieux pour nous, Jafar, parce que tu vois, si je fais un lien avec la notion de RSE, de sustainability, Mhm. euh, si on ne prend pas soin de soi sur le long terme, à un moment donné, ça craque. On ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un 100 mètres. Donc, pour être sûr de pouvoir travailler longtemps, en bon état physique et psychologique, ça suppose d'adresser la notion du bien-être. Et le bien-être, pour moi, n'est pas la notion de bonheur, hein, c'est pas la même chose. Le bonheur est très individuel. On peut parler du bien-être en entreprise. Le bonheur est un autre sujet pour moi. Et donc, oui, c'est un sujet clé. C'est un sujet clé pour la perf. Et comment tu fais, comment toi, de ta propre expérience, tu as pu assurer du mieux que tu pouvais, en tout cas, je sais pas à quelle mesure tu es satisfaite ou pas, mais ton bien-être malgré les responsabilités. Je pense notamment, tu vois, il y a Gillette qui se fait racheter, tu peux pas juste dire, bon, mais moi, en fait, j'ai piscine, ça me fait du bien, à 16 heures, je pars, quoi. De l'autre côté, tu as aussi besoin de, quelque part, d'avoir des soupapes. Comment tu gères dans les périodes difficiles en particulier? Parce que dans les périodes faciles où la charge est faible, bon, j'ai envie de dire que tu ailles faire ce qui te fait du bien, why not? Mais c'est quoi tes secrets là-dessus? Alors, déjà, moi, je pense que toi, sur cette notion de bien-être, c'est quelque chose de très individuel et que dans se connaître, c'est être capable d'identifier déjà ce qui fait du bien. Mhm. Le dosage dont on a besoin. Euh, Moi, je sais quelles sont les clés pour moi, hein. Euh, alors, il y en a un certain nombre et du coup, le dosage se fait différemment en fonction justement des urgences ou des moments. Pour moi, la première chose, c'est passer du temps avec les gens que j'aime. Et Mhm. passer du temps qualitatif et donc avec mon mari, avec mes enfants, avec mes copines. Voilà, c'est des points qui sont très, très importants pour moi. J'ai toujours énormément travaillé, euh, beaucoup, depuis que j'ai commencé, hein. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans.
Donc 16 ans, 58 ans, ça fait un certain temps. Euh, le facteur clé, ça a été de m'accorder des moments justement avec ma famille et mes amis. L'autre point qui est très important pour moi, c'est la lecture. Voilà, c'est mon moment de ressourcement individuel cette fois-ci. Mhm. Voilà, je lis en moyenne 5 bouquins par semaine. Euh, Wow. et je lis de tout. Je lis des romans, de la philosophie, de la poésie, des ouvrages de développement, des ouvrages historiques. Voilà. Lire est pour moi un moment où je m'accorde du temps à moi toute seule et où rien ne vient me décrocher de mon bouquin. Donc c'est vraiment une phase de ressourcement individuel très, très puissant pour moi. Et l'autre point très important, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport de façon régulière. Voilà, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'aïkido, je suis allée jusqu'au premier dan, j'ai fait de la course et j'ai fait de l'aviron qui a été un sport que j'ai pratiqué et que je pratique encore hein, avec passion, parce qu'il allie à la fois l'individuel euh, et le collectif. Donc, ça a été une expérience, l'aviron, à la fois physique, énergique et mentale, où j'ai expérimenté beaucoup de choses qui m'ont servi aussi d'un point de vue managérial. Donc, ça a été très intéressant personnellement et professionnellement. Donc moi, ma clé, c'est vraiment ça, c'est de prendre du temps pour m'adonner à mes passions au-delà de mon boulot. D'accord, j'adore. En synthèse. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui se disent, mais en fait, je peux pas faire une belle carrière, parce que pour faire une belle carrière, il faut que je sacrifie tout. Et toi, tu dis, non, en fait, déjà, si je veux être durable, je vais devoir me donner des bouffées d'oxygène. Donc ça, c'est le premier point, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et la deuxième chose que tu dis, c'est, ben, il faut connaître, et c'est individuel, ce qui vous ressource. Et dans ton cas, ben, c'est des aspects sociaux avec les gens que tu aimes, et puis c'est des moments de solitude où tu, enfin, de solitude en tout cas Oui, peut-être oui, tu as raison de passion. solitude, oui, de tranquillité Mhm. seule. D'accord, super, très bien, merci beaucoup. Euh, on a parlé de femmes un peu et, euh, et tu m'avais parlé de ta robe rouge. Tu veux m'en parler parce que c'est un détail qui est et, et ça m'a fait sourire parce que j'ai une amie justement qui m'a dit bon bref je te dirai après ce qu'elle m'a dit mon amie. Alors oui, j'ai une passion pour les couleurs, parce que pour moi, les couleurs, les couleurs, c'est la vie. Et donc, je m'autorise à mettre des vêtements très colorés, quel que soit l'univers dans lequel je suis. Voilà, j'ai une passion pour le bleu. J'ai une vraie passion pour les couleurs. Et tu vois, je me posais la question, mais en fait, quand tu regardes la nature, il n'y a que des couleurs. Et si tu regardes le monde du travail, malheureusement, les deux couleurs dominantes sont le gris et le noir. Quand tu regardes la nature, il n'y a pas de gris ni de noir. Tu n'as pas de fleurs grises et tu n'as pas de fleurs noires. Une forêt qui est grise ou qui est noire, c'est une forêt qui est en train de mourir. Voilà. Donc l'impact de la couleur, et ce qui est très rigolo, c'est que ça a un impact bien sûr sur mon bien-être à moi. Et comme je t'ai dit, je prends soin de mon bien-être. Et j'ai constaté que ça avait un impact sur les autres. Et que beaucoup de femmes ou de jeunes femmes dans les organisations dans lesquelles j'ai travaillé m'ont dit, oh, tu sais, le fait que tu t'autorises à porter de la couleur nous donne envie et fait que je m'autorise à en porter. Donc c'est assez rigolo parce que, tu vois, sur la notion de s'autoriser à part quand tu es dans une boutique où tu as un uniforme qui est défini et réglementé et c'est normal. Y a rien qui dit dans les entreprises que tu dois t'habiller en gris ou en noir. Et il y a un code implicite qui est bah, je me fonds dans une forme de global avec une couleur qui ne fait de bien à personne finalement. Mhm. Donc J'adore. c'est s'autoriser à.
D'accord. J'aime beaucoup parce que par le fait que toi, tu portes des vêtements colorés, tu as inspiré d'autres personnes qui sont peut-être moins gradées que toi et donc qui avaient peut-être était victime elle aussi de l'implicite, hein, c'est-à-dire bah, tout le monde s'habille en gris ou en noir, je fais la même chose. Et c'est super important, un, de s'autoriser à. Alors, et tu l'as très bien dit aussi, il y a aussi parfois des règles à respecter. Donc, à vous de voir si vous passez un entretien d'embauche, est-ce que c'est le meilleur moment pour mettre votre job, votre chemise vert fluo? Peut-être pas, c'est à vous de voir. Sauf si vous habillez tous les jours en vert fluo et à ce moment-là, comme ça fait partie intégrante de vos valeurs ou de ce qui vous définit. Alors venez en vert et puis si on vous prend, ben au moins ils n'auront pas de mauvaises surprises. Mais super important et je pense que c'est bien de, effectivement de s'autoriser à. Et oui, et justement mon amie me disait parce qu'elle change de boîte, elle me dit ah tu sais j'ai été me racheter une robe colorée, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis en fait. Et je rigolais, j'ai dit bon faudra que tu écoutes cet épisode pour justement, elle s'est certainement elle-même imposé des contraintes qui n'étaient pas nécessaires. Euh, Les femmes, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, par contre, on n'est pas très très bon de manière générale dans la capacité à les rendre aussi visibles que les hommes, à les rendre aussi bien payées, aussi présentes dans pas les comex, parce que les comex, c'est le seul truc qu'on regarde. N-1 de comex, par exemple, N-2 de comex, etc. Quels sont tes conseils pour les femmes, mais aussi pour les hommes, pour faire en sorte de contribuer à un meilleur équilibre, si possible dans 5-10 ans plutôt que dans 35 ans, entre les genders, entre les différents genres. Alors, mes conseils pour les femmes, je dirais que si j'ai un mot à dire, c'est oser. Les jeunes femmes ou les femmes plus expérimentées ont souvent peur de mal faire. Et elles ont très souvent des formes d'injonction il faut être parfaite. Typiquement, ce qu'on voit, hein, c'est qu'elles postulent quand elles pensent qu'elles ont 100% des compétences, ou 95. Euh, la plupart du temps, les garçons postulent quand ils estiment avoir 50%. Et c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison parce que si vous postulez sur un poste où vous avez déjà toutes les compétences, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, très intéressant pour l'entreprise, ça permet de faire un copier-coller, mais même si je pense que ce n'est pas le meilleur pour l'avenir, mais vous, comment vous allez vous développer si vous avez déjà 100% des compétences? Euh, et si vous avez suffisamment confiance dans votre capacité à apprendre et à vous développer, bah, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, osez, osez. D'accord. C'est le premier, c'est vraiment le premier conseil que je donne parce que je vois que c'est le frein le plus important. Je- Là, moi, j'ai participé à un événement qu'on organise sur Marseille qui s'appelle le Girls Tech Day, qui a pour objectif de convaincre des jeunes filles d'aller dans le monde de la tech. Aujourd'hui, les jeunes filles n'osent pas aller dans ce milieu parce qu'elles ont peur que ce soit trop mathématique, elles pensent ne pas avoir les capacités. Mais en fait, non, essayez. Essayez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde de la tech, alors que au moment de la seconde et du bac, vous avez beaucoup de femmes dans les domaines scientifiques, vous ne les retrouvez plus après. Elles disparaissent. Elles n'osent pas postuler, elles n'osent pas aller dans des grandes écoles. Et de même que très souvent, elles n'osent pas s'autoriser à aller sur des postes importants en disant oui, mais non, je vais devoir sacrifier quelque chose. Donc, non, vous n'allez pas être obligé de sacrifier. Bon, Un, vous n'allez pas être obligé de sacrifier. Et deux, je pense que le fait d'avoir plus de femmes dans des postes importants autorise aussi les hommes. Les hommes aujourd'hui, ils ont une aspiration à avoir une vie personnelle. C'est pas que les femmes. Les hommes aussi aspirent, les jeunes papas aspirent à pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc, plus les femmes vont affirmer le fait qu'elles ne vont pas sacrifier et qu'elles veulent avoir les deux, plus ça autorise les hommes aussi à le faire. mhm. D'accord. Merci. Un conseil pour les hommes?
Un conseil pour les hommes, osez, osez vivre et parler de vos émotions. Les femmes, de ce que j'observe, hein, ont plus tendance à analyser leurs émotions et à en parler entre elles. Pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Or, ils ont des émotions comme les femmes. Et du coup, quand ils les réfrènent, c'est pas bon du tout, ni en termes de perf, ni en termes de bien-être. Hmm. Pour les hommes, c'est oser reconnaître, identifier et parler de vos émotions. C'est très compliqué pour les hommes par exemple, de dire qu'ils sont tristes ou qu'ils ont peur. Le pire, c'est la peur. Or, comme les femmes, ils éprouvent des peurs. Il n'y a pas des sexes qui n'éprouvent pas d'émotions, ça n'existe pas. D'accord, super. Merci, merci Anne. On arrive à la fin. Est-ce que tu as un conseil pour les débutants? Alors, mon conseil, il est assez simple, c'est rechercher un environnement dans lequel vous allez pouvoir apprendre et où vous allez avoir un environnement qui vous permet d'avoir un apprentissage structurant. Parce qu'après, une fois que vous avez les bases de votre métier, vous pouvez aller partout. Et de prendre le temps. Ne switchez pas tout de suite. Prenez le temps d'apprendre. Très bien, merci. Un conseil pour les plus avancés ou en cours de carrière? Continuez à apprendre. D'accord. Continuez à apprendre parce que si on part du principe qu'on va travailler très longtemps, la condition sine qua non de la survie, c'est l'apprentissage. L'obsolescence des compétences devient de plus en plus forte. Si vous n'apprenez pas, bah, vous vous mettez hors du jeu tout seul. Hmm, d'accord. Alors celle-là, elle va être très très dure pour toi en particulier, parce que si tu lis 250 livres par an, est-ce que tu as un livre à recommander? Ça, c'est vraiment la question très dure pour moi, tu vois. Écrivain exceptionnellement. Sur le sujet de la transformation, le bouquin qui est accessible à tout le monde et que je trouve qui reste d'actualité, hein, c'est un bouquin qui est assez ancien, mais qui a piqué mon fromage. Ça reste un bouquin, euh, un bouquin très actuel. D'accord, super. Merci, bravo, tu as réussi à en limiter à un sur la partie transfo, d'accord? Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Alors, il y a un couple qui m'inspire. Euh, le couple des Badinter, pour plusieurs raisons, euh, pour leurs convictions, pour ce qu'ils ont fait, pour les messages qu'ils ont donnés, des messages qu'ils ont donnés dans des périodes compliquées, pour leur authenticité et pour la notion de dual careers. Euh, ils ont travaillé tous les deux, ils ont partagé des convictions communes, ils étaient différents et ils étaient un couple. Donc c'est un couple que je trouve très inspirant. D'accord, très bien, merci. Une citation? Ah, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Condition d'ouverture à soi, et pour moi, c'est la condition d'ouverture à soi et aux autres et au monde. D'accord, bon, super. Si on veut te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire? Si tu veux déjà qu'on te contacte. Oh, sur LinkedIn, voilà, c'est le plus D'accord, simple. très bien. Est-ce que tu as un dernier mot? Apprenez avec joie. Bon, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.